enregistrer du coup. Voilà. Le bouton de tout à l'heure qui ne fonctionnait pas. Ça enregistre là, on a eu une alerte. Ouais, c'est parti, c'est parti. Hein. Ouais. Normalement, on peut commencer la réunion. Parfait. Bien, bon, ben, je ne relis pas tout ce que j'ai déjà dit pour en arriver directement à la thématique de ce soir, hein, qui s'intitule l'écologie politique, éducation, éthique et éducation, pardon. Alors, c'est un texte donc, que l'on a choisi parmi les 150 ou 160 textes actuellement disponibles sur le Journal des chercheurs, qui donc reprend ses activités. Et on s'est dit que c'était une bonne idée avec Florent que de reprendre des textes maintenant qui commencent à avoir plusieurs années d'existence, parce que c'est souvent le cas de choses que l'on publie dans les revues, par exemple, et qui demeurent en archive et sur lesquelles personne ne débat à nouveau, pour autant qu'on ait débattu sur eux lors de leur première publication. Donc, on s'est dit que ce serait intéressant de reprendre des thèmes qui avaient traité René Barbier, et il y en a beaucoup, qui feraient un peu résonance avec ce que l'on vit aujourd'hui. Et le thème de l'écologie, bien sûr, confronté à celui de l'éthique et de l'éducation, nous a semblé tout à fait le bienvenu. Alors, vous avez vu l'annonce, donc je ne sais pas si vous avez été lire ce texte ou pas. Oui. Mais je vais peut-être juste me contenter d'en pointer, moi, ce que je pense en avoir retenu, et ce sera ma prise de parole. Voilà. Après quoi, je laisserai la place à Florent, et puis ben, ce sera notre tour chacun. Voilà. Alors, donc, c'est un texte qui a été écrit par René pour la revue Pour, donc, en 2005, et qu'il a placé immédiatement à l'époque sur le Journal des chercheurs, et que nous avons repris nous-mêmes depuis un an pour le placer sur le nouveau journal des chercheurs. Alors, le texte, il commence par un constat qu'il faisait à l'époque. Nous sommes en 2005. Hein. En 2005, et d'ailleurs, dans l'ouverture de l'article, il parle de 6 milliards d'individus sur la Terre. Et vous voyez, nous sommes déjà 8 milliards. Hein, on se dirige tranquillement vers les 9 milliards. Donc, il y a des choses qui ont changé. Greta Thunberg n'existe quasiment pas à l'époque, elle n'est absolument pas évoquée, ainsi que le GIEC, qui est devenu extrêmement connu médiatiquement depuis ce temps-là. Donc, on voit bien déjà le décalage qu'il y a dans les informations supplémentaires que René aurait pu mettre en bas de page. Voilà, mais cela dit, il y a des choses qu'il évoque dans l'introduction qu'on a peut-être déjà un peu oubliées et qui marquaient les esprits à l'époque. Alors, c'est Tchernobyl. Alors, Tchernobyl, on ne l'a peut-être pas tant oublié que ça. Bhopal, par contre, Bhopal en Inde, on l'a peut-être davantage oublié aujourd'hui, même si ça a énormément frappé les esprits à l'époque, bien entendu. Il parle aussi de la notion de développement durable à l'époque, qu'il met en balance avec la décroissance, hein, pour laquelle on ne sait pas bien, peut-être il aurait penché en ce temps-là, René. Mais en tout cas, il y a conscience chez lui, à la fin de ce premier développement, dans l'article, et là je le cite, « Nous devons repenser totalement l'organisation politique du monde pour la refondre suivant une logique moins inhumaine. » Hein, ça, c'est un peu sa profession de foi dans cet article. Une nouvelle politique économique suppose une nouvelle éthique, donc il introduit l'éthique, en liaison avec une spiritualité qui n'a plus rien à voir avec celle des religions instituées dans les pays du Nord. Alors cette spiritualité, il y revient un peu ailleurs, il parle naturellement, selon son habitude, de spiritualité laïque. On pourrait d'ailleurs faire une autre séance sur la spiritualité laïque, ça pourrait être intéressant. Alors une autre éthique pour René à cette époque-là, la révolution se fera dans chaque conscience ou elle ne se fera pas. C'est un peu un leitmotiv qu'il y avait chez lui, que je reprends d'ailleurs assez bien à mon compte, avec l'impression que
une vraie révolution au niveau universel ne pourrait advenir que si chacun, d'une façon intérieure, faisait un chemin nécessaire de prise de conscience, non seulement sur le plan éthique, mais sur d'autres plans, également géopolitiques, également écologiques, bien entendu, mais aussi d'un point de vue d'amélioration de soi, en quelque sorte, en tant qu'être humain. Alors, après ce passage, j'essaie d'être assez bref pour ne pas perdre trop de temps. Il faudra, pour lui, cette conscience universelle, mais basée sur des multitudes de prises de conscience individuelles, ça ne pourrait éventuellement advenir qu'à la suite de quelques secousses extraordinaires, il parle de secousses extraordinaires, comme celle récente du tsunami. Alors, il parle de ce fameux tsunami hein, des années 2000, où il y a eu 300 000 morts, pour que nous comprenions enfin que le capitalisme organisé n'est pas un régime économique digne de l'être humain. Alors, je pense que là, René faisait davantage allusion aux conséquences du tsunami qu'au tsunami lui-même. Hein, depuis la nuit des temps, il y a des tsunamis qui n'ont absolument rien à voir avec le capitalisme, mais beaucoup plus à voir avec le fonctionnement de la Terre en tant que système organisé qui parfois se désorganise d'une façon géologique. Alors, pour arriver, après cette prise de conscience, à une transformation souhaitée, eh bien, il est besoin, dans l'esprit de René, de ce temps-là, d'une pédagogie transversale. Alors, pour ceux qui connaissent un peu René, hein, je vois Philippe, par exemple, Philippe Nicolas qui est là, très sensibilisé, bien sûr, à l'écologie. Salut Philippe. Mais d'autres hein, également qui ont pu le connaître. La pédagogie transversale, c'était l'un de ses chevaux de bataille, bien entendu. Et là, si vous le permettez, ben, je vais me permettre d'avancer, de reprendre les idées qu'il formulait là pour cette prise de conscience absolument indispensable. C'est 9 points qu'il reprend. Je vais les reprendre rapidement. 9 points selon lui absolument indispensables. Alors, le premier, c'est il fallait accepter l'idée d'une approche paradoxale qui exclut une cohérence habituelle en termes de logique de l'identité. Et là, il fait allusion à Cornelius Castoriadis. Cornelius Castoriadis, je pense que le nom vous dit quelque chose, hein, c'est le philosophe économique, psychanalyste, etc., que l'on a bien connu, qui est à l'origine même des recherches les plus poussées et les plus intéressantes sur l'imaginaire, la production de l'imaginaire. Et il fait également allusion à Krishnamurti aussi. Et pour René, c'était un exercice assez commun à cette époque-là de mettre en parallèle et de faire se confronter, se dialectiser ensemble Krishnamurti et Cornelius Castoriadis. La deuxième idée, c'était l'idée que la sensibilité est une valeur à découvrir. Hein, la sensibilité, c'est toutes nos facultés sensorielles qui sont en rapport avec le monde et en rapport avec l'écologie. En rapport avec l'écologie, c'est-à-dire l'écologie avec le monde sous toutes ses manifestations, sous toutes ses formes. Le troisième point, alors je vais assez vite parce qu'il y en a pas mal. Le troisième point, c'est qu'il faut l'idée d'une conjonction incontournable et paradoxale entre l'usage de la pensée et une manière de l'oublier qu'on appelle méditation. La méditation, c'est à nouveau un point fort chez René en ce temps-là. Alors, la méditation dont il s'inspire, c'est aussi bien celle des sages de l'Antiquité que celle de l'Asie, que celle que l'on peut trouver de façon plus moderne, développée dans le cadre du développement personnel, par exemple. Et là, il y a une phrase que j'ai soulignée: seule la reconnaissance d'un statut ontologique à la non-pensée et à la méditation pourra provoquer l'invention de formes de sociabilité permanentes pour son expression. C'est comme si la raison seule, la rationalité seule, ne permettait pas véritablement
dans l'esprit de René, de déboucher sur de nouvelles formes, de nouvelles inventions de formes plutôt, du vivre ensemble. Donc, nécessité de la médiation, de la mise en suspens, de notre raison raisonnante, mais pas son annulation, surtout pas son annulation, juste sa mise en suspens. Le quatrième point, c'est la nécessité d'une liaison fondamentale entre l'imaginaire et la pensée. Alors, c'est un peu la même idée, sauf que là, il met le doigt sur la nécessité de relier les deux. Vraiment que les deux soient liés d'un ensemble et soient pensés simultanément. Le point 5, pour avancer vite, la reconnaissance de la relativité du temps, et de l'espace. À savoir que le temps méditatif, venant par exemple dialectiser le temps fragmenté de la logique productiviste. Il est évident que dans nos quotidiennetés de notre modernité, il est bien difficile d'entrer dans des phases de méditation telles que les suggérait René. Il y a besoin de moments d'espace. C'est vrai que l'espace est important. Les volumes dans lesquels on se tient, que ce soit sur les pièces d'habitation, etc. Et le temps. Là également, une suspension du temps un peu agité que l'on connaît dans nos vies habituelles. Le sixième point, c'est affirmation pleine et entière d'un univers vivant où tout est relié et où chaque élément détruit ou endommagé contribue à la destruction de la totalité. Alors ça, c'est une réflexion très morinienne d'Edgar Morin, que l'on trouve chez René, à savoir que l'effet papillon, quoi. Si l'on touche à une seule partie de l'ensemble, ne serait-ce que d'une infime façon, c'est l'ensemble de toutes les parties qui est altéré, en quelque sorte. Et il n'est pas forcément altéré d'une façon positive. Il peut être altéré, bien entendu, d'une façon négative. Le septième point, affirmation de l'autonomie de la personne et de la société dans une perspective démocratique. L'autonomie, c'était un des leitmotifs de Castoriadis, que reprend à son compte volontiers René Barbier, non seulement dans cet article, mais dans d'autres articles. Alors, autonomie bien comprise, à savoir qu'elle ne met pas de côté l'hétéronomie, et qu'elle ne peut advenir justement que si l'hétéronomie est correctement dialectisée, avec notre besoin et notre soif d'autonomie. Le point 8, et j'en arrive bientôt à la fin, l'émergence d'une visée éducative planétaire qui prendrait pour axiomatique centrale la croissance et l'élucidation en vue d'atteindre un degré suffisant, quoique inachevé, de lucidité sur le jeu de la vie psychique et sociale. Là, c'est ni plus ni moins une transformation de l'être humain mondialisé, et mondialisé dans tous les sens du terme, à laquelle il est fait appel. Et il y a cette question d'inachèvement qui était aussi un point fort chez René, qui revenait très très souvent. L'inachèvement, c'est une notion qui nous vient de Paris 8 très directement, de Georges Lapassade, avec l'inachèvement de l'homme. Et même s'il n'y avait pas toujours des échos absolument profonds de Lapassade chez René, malgré tout, ils affleuraient tout de même ici et là. Donc, dans ce point 8, où il est question de l'inachèvement. Et j'en termine avec le point 9. Il faudrait une ouverture au sans-fond, avec un trait d'union entre le sans et le fond, comme source de tout imaginaire et de toute réalité. Jeu d'énergie infinie et tramé ou implié dans un envers qui touche son déroulement dans un endroit, accueillant que seuls les hommes doivent inventer à partir d'eux-mêmes et par eux-mêmes. Alors, le pliement, le repliement, je pense qu'il avait pris ça dans cet article à Deleuze. La logique du pli, ça nous vient de Deleuze. Et je pense qu'il l'a repris là. Quant au sans-fond, le sans-fond, je pense qu'il l'avait repris aussi à Castoriadis, où Castoriadis parle de chaos, abîme, sans fond. Donc, je pense que ça vient de là. Donc, c'est 9 points pour René, et j'en termine là. Eh bien, c'est un peu ce qu'il s'agirait d'envisager pour que la question de l'éthique appliquée à l'écologie et la politique et le politique aussi soit amendée
au moins amendé, voire transformé d'une façon révolutionnaire. Ouais, ça marche. Voilà, j'en arrête là. Et juste pour un point technique, avant de te donner la parole, Florent, vient d'apparaître Le compteur. Ouais. Attends, parce que les garçons dorment. Tout à fait. Bon, eh ben, écoute, merci beaucoup, Christian. Donc, certainement, la réunion va se couper pendant ma courte allocution et j'encouragerai tout le monde à recliquer sur le lien pour qu'on se retrouve et pour qu'on puisse poursuivre. Alors, ben, écoute, je vais faire un petit peu comme toi. D'abord, des commentaires tout au long de ce texte qui est relativement court, mais extrêmement dense et extrêmement riche. Hein. Tu en as montré plusieurs fois les implications et que effectivement on peut actualiser, puisque on peut le dire d'une certaine façon. René Barbier était visionnaire sur des choses dont il a pu vivre les prémices et dont nous subissons maintenant les impacts cataclysmiques, on pourrait presque dire. Et donc, son travail, sa recherche, sa vision sont toujours d'actualité. C'est ça qui m'intéresse vraiment. Et donc, faire revivre le cycle Le Journal des chercheurs est une grande chance pour les communautés qui s'intéressent aux thèmes dont nous débattons. Et je conclurai par quelques ouvertures qui me seront plus personnelles cette fois, mais qui pourront ouvrir la discussion avec l'Assemblée qui ne cesse de grandir depuis que nous avons commencé. Alors, moi, j'ai remarqué que dans l'introduction, en fait, il a repris de façon tout à fait logique les trois mots-clés, quatre mots-clés autour desquels s'articule son écrit. Et on voit qu'il y a un ordre. Ce n'est pas par hasard qu'on commence par l'écologie politique, plus précisément, l'éthique, on pourrait même dire l'éthique nouvelle, il l'écrit, il va inclure dedans la spiritualité laïque, et seulement à la fin, il termine par l'éducation. Alors pour quelqu'un qui était, de ses propres mots, éducateur, plus qu'enseignant ou professeur, ou en tout cas avec une vision complète, holistique de ces différentes missions, faire venir l'éducation seulement après la spiritualité, elle-même incluse dans l'éthique, dérivant du politique, sous partie de l'écologie, ça nous montre quelque chose. Ça veut dire que ma compréhension, c'est qu'il y a un ordre, et un ordre alors soit récursif, soit en boucle. On en parlera un petit peu plus loin avec la question de la complexité que tu as abordée très justement. Mais l'entrée, c'est vraiment la question de l'écologie et de l'écologie politique. Et que si on n'a pas ces questionnements-là, on pourrait même dire cette conscience-là, eh bien, l'éducation peut être réduite à l'instruction. Et à partir de là, ne pas servir, ou en tout cas ne pas être sous le prisme notamment de l'éthique et de l'action politique qu'on peut pour l'instant envisager comme la police, hein, la vie de la cité, mais dont on verra que bien évidemment, ça va largement déborder les murs de la cité. Alors, on est là dans une complexité, et d'ailleurs, il utilise juste après penser globalement et agir localement. Penser globalement, agir localement. Donc, on part du local, en tout cas, on agit là où on peut, c'est-à-dire autour de nous. Hein, c'est le principe de la tache d'huile ou du mouvement colibri. J'agis là où je suis, mais je pense à grande échelle. C'est le titre du film, hein, Pensée globale, agir local, de Colline Serrault en 2010, donc 5 ans après. Peut-être qu'elle a lu ce texte et qu'elle s'en est inspirée, sait-on jamais. Et l'homo complexus, c'est également un schéma que René Barbier a réalisé, écrit et publié, mais qu'il n'a pas reproduit dans cet article. Peut-être on aura l'occasion de choisir plus tard cet autre article-là. Alors effectivement, 2 milliards d'individus sur la planète seulement en l'espace de 20 ans, hein, puisqu'on touchait le 6e en 2005 et que là, on a dépassé le 8e. Si on est sur une courbe exponentielle et qu'on ne change rien à notre agir écologique, en passant par le politique, on voit très très vite que les prévisions du GIEC que tu annonçais tout à l'heure, avec une fin de l'espèce humaine à un horizon de 50 ans, vont très probablement se confirmer. Donc, ça nous renvoie à ce questionnement fondamental chez lui. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous qui sommes intéressés par les questions d'éducation
et j'ai envie d'élargir un peu également à la culture pour nous positionner globalement dans un agir, pardon, localement, mais dans un agir global. C'est tout l'enjeu de la question et c'est tout le cœur, comment faire pour passer de l'individu à la société avec le souci de la nature. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, il évoque le principe de la croissance et ce fameux PIB. Il est vrai que nous avons maintenant également le produit de bonheur brut, le PBB, qui a été institué dans le cadre de l'OCDE notamment. Alors, je ne sais plus de quand date ce premier indice, mais voilà un autre indice qui vient contrebalancer le premier, le PIB, qui est essentiellement économique, celui de la croissance économique, et se dire que nous choisissons nos référentiels. Et donc, que ce référentiel du produit de bonheur brut devrait peut-être être mis également, lui, en avant, au moins pour contrebalancer le premier. De la même façon que tu l'as rappelé, René Barbier est dans la pensée transversale, et bien cette pensée transversale est venue dans les textes d'encadrement du métier d'enseignant au travers du socle commun de connaissances, de compétences et de culture dès les années 2005. Et donc, il est venu enrichir l'approche disciplinaire qui jusque-là était toute puissante et qui nous a amenés dans ces confrontations que, selon certains auteurs, j'y reviendrai en conclusion, que nous connaissons maintenant. Donc, une pensée large, et pour l'instant, cette pensée que je viens d'exprimer, elle est duelle. Elle s'appuie seulement sur deux pôles. Donc, on verra comment réfléchir à une ternarisation, si je veux dire, comment passer dans une pensée ternaire, triple, qui, comme le dit Edouard Stack, qui nous fait le plaisir d'être avec nous fait basculer d'une vision 2D à une vision 3D. C'est-à-dire comment sortir de l'aplat pour réfléchir dans le volume. Et de cette façon, peut-être trouver des solutions auxquelles nous n'aurions pas, puisque, comme disait Einstein, on ne peut pas résoudre des problèmes avec les mécanismes qui les ont créés. On est donc obligé de trouver de nouvelles choses à faire. Il évoquait aussi l'écart entre les 20% les plus pauvres et les 20% les plus riches, ce qui n'est pas sans nous rappeler les 99%. Hein, nous sommes 99%, donc on voit que là aussi, il y a eu 19% d'écart entre le moment où il écrit et maintenant. Et puis pour terminer sur les questions de l'écologie et des inégalités sociales, rappelons que la France a été condamnée 2 fois, hein, au moins pour inaction climatique, et que donc nous avons encore beaucoup à faire de ce point de vue-là. Dans sa petite partie sur l'éthique, il écrit « Nous sommes absolument assignés à résidence sur notre Terre ». Alors ça, c'est vraiment intéressant, puisque depuis Elon Musk, l'humanité, ou en tout cas 1% de l'humanité, envisage sérieusement d'aller vivre sur une autre planète, comme Mars, hein, c'est son gros projet parmi d'autres. Mais comme le disait un autre penseur, si on emmène nos problèmes avec nous, nos façons de faire sur une autre planète, bien évidemment, nous répliquerons ailleurs ce que nous n'avons pas réussi à résoudre ici. Donc la fuite en avant n'est certainement pas la bonne solution. Et puis il termine avec les textes présentés au référendum de 2005, qui sont donc tout frais à l'époque du président Sarkozy, où ce référendum qui avait été, par rapport à une évolution du cadre européen, refusé à 55% des votants, avait finalement été imposé par une procédure de la Ve République à Versailles en biconvocation des deux assemblées, si vous vous souvenez. Donc quelque chose d'aussi glorieux que les 47.1 et 49.3 que nous venons de vivre très récemment. Et nous revenons ici au cœur de la façon de mener une politique qui est certes légale, mais très probablement pas bonne pour la vie. Donc, dernière partie de mon intervention avant de nous partager la parole, à propos de la pédagogie transversale, il parle de culture des héritiers. Donc là, c'est vraiment intéressant puisque en 2014, nous avons eu là encore un film, Les héritiers,
de Marie Castille, mention Chahar, à propos de la culture scolaire, effectivement, et avec ses points forts, mais bien sûr ses défaillances. Alors, on a une petite note 12 assez intéressante où il va convoquer un écrit de Luc Ferry dans son livre « Qu'est-ce qu'une vie réussie ?», qui nous intéresse donc tout à fait particulièrement. Mais ne savez pas encore, ce cher René, que vers la fin des années 2010, Luc Ferry dirait à propos des gilets jaunes et des policiers « Ils ont des armes, qu'ils s'en servent ». Comme quoi, on ne sait jamais ce que peut devenir un ancien trotskiste au fur et à mesure de l'évolution du monde et de la société. J'en arrive aux 9 points. Aux 9 points. Décidément, je suis très politique ce soir. Mais on a vu que c'est dans le thème et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter tous ensemble tout à l'heure. Les 9 propositions de René concernant l'éducation sont intéressantes parce que, comme tu le disais tout à fait justement tout à l'heure, Christian, on peut les rapprocher des 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur que Edgar Morin avait publié à la demande ou conjointement avec l'UNESCO. Donc, on voit qu'entre 2000 et 2005, 2 nouveaux savoirs sont venus compléter les 7 précédents. Évidemment, il ne s'agit pas des 7 plus 2. Chacun de ces 2 grands hommes nous a offert sa vision, sa compréhension, ses systèmes pour l'un, sa transversalité, la complexité, la transversalité. Les 2 se recoupent, bien évidemment. Et juste concernant le 7e, qui est l'affirmation de l'autonomie, j'ai retenu cette petite phrase: une intentionnalité de la vie à entrer dans des systèmes de plus en plus complexes, on en parlait juste avant, en les créant elles-mêmes et à partir d'elles-mêmes. Alors, il y a un terme pour ça qui est l'autopoiesis, c'est-à-dire la création par soi-même des conditions qui vont amener des nouvelles modalités s'appuyant sur les conditions et inversement. Donc, on parle, l'exemple un peu classique, c'est le proto-bourgeois qui naît vers la fin du Moyen-Âge et avant l'industrialisation par la création conjointe d'une classe d'ouvriers, de bourgeoisie qui s'appuient sur la technique et qui vont ensemble, les uns et les autres, se construire et se développer. L'autopoiesis, on la retrouve théorisée chez Francesco Varela, par exemple, mais aussi chez Pierre Vell, qui va, lui, en plus inclure la dimension de la nature. C'est ce que j'annonçais au tout début de mon intervention. J'en arrive à la conclusion pour qu'on ait quand même un petit peu de temps. Alors, comme toi, dans la dernière proposition, Christian, j'ai été retenu par ces notions de sans fond, envers, endroit, avec des majuscules, qui font partie des concepts, effectivement, que René avait développés conjointement à d'autres penseurs. Triple conclusion qui va reprendre les 3 thématiques de notre rencontre séminaire: politique, éthique et éducation. Alors, au niveau du politique, quelque chose qui semble s'affirmer maintenant, qui n'était peut-être que de l'ordre du prémisse du temps où ce texte a été écrit, c'est ce fameux nouvel ordre mondial, nommé tel quel par Sarkozy, mentionné précédemment, et également repris par notre président actuel dans des discours assez récents. Est-ce que ces personnes ont l'idée d'une gouvernance unifiée de la planète? Et est-ce que les agendas qui nous sont soumis, qui nous sont même imposés, on en a vu plusieurs exemples anciennement et très, très récemment, ne nous amènent pas à cette volonté d'un ordre mondial qui du coup serait pire qu'un dualisme, puisque ce serait un monothéisme, on peut dire le sens, puisque nous avons commencé à parler un peu de spiritualité également, et qui ne se rend pas compte que face à cette vision unique, il y a quand même des pays qu'on ne peut plus dire émergents, on les appelait les BRICS ou les dragons d'Asie, et qui sont maintenant vraiment dans la cour des grands et qui ne vont certainement pas se laisser faire. Et on voit tous les enjeux autour du conflit à la frontière actuellement de l'Europe et de la Russie, qui est certainement une émergence de cette tectonique des plaques politiques.
et d'autres développements très récents, à peine le départ de notre président de Chine, que celle-ci lance des exercices d'invasion sur Taïwan. Deuxième point, l'éthique. Alors, à l'époque et à la terminologie de René, il va parler de croissance et de développement durable en se posant la question, est-ce que le développement durable est suffisant ou pas? Et en fait, là, je voudrais partager un autre concept qui est celui du développement régénératif qui a été théorisé par Javier Collado Bueno, qui est membre du CIRET. Le développement régénératif étant un pas supplémentaire au durable dans le sens où il vise l'autonomie énergétique et la régénération des écosystèmes, ce que ne fait pas forcément le durable. Troisième et dernier point, bien sûr, l'éducation. Dans les 9 principes transversaux et complexes de René, ils m'ont beaucoup inspiré pour une pédagogie que j'ai développée, que j'ai appelée la P3I, une pédagogie intégrative, implicative et intentionnée. Intégrative, c'est justement reconnaître la complexité et l'évolution, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans du statique. L'implicatif, c'est évidemment l'engagement des acteurs pour qu'ils ne soient plus agités mais agissants. Et l'intentionné, c'est l'explicitation. Pourquoi nous faisons les choses, quel sens nous leur donnons et surtout quel sens nous pouvons le construire, en construire. Et donc cette pédagogie s'appuie sur 2 grands domaines, j'ai presque fini, la méthodologie transdisciplinaire d'un côté et la psychologie transpersonnelle. Et René était agissant dans les deux, surtout dans la première, mais on retrouve la seconde évidemment dans ses écrits. Ce qui m'amène à conclure avec un ouvrage que je n'ai pas sous la main, il est un peu plus loin, j'irai le chercher peut-être tout à l'heure, qui s'appelle « Les 7 piliers ». Il a été rédigé, cet ouvrage, les 7 piliers, et le sous-titre, c'est comment mettre du spirituel dans le politique. Ce n'est pas exactement ça, mais c'est ça l'idée. Donc, c'est un attaché parlementaire d'un groupe de la NUPES qui a beaucoup voyagé en Inde, dans des ashrams, ce genre de choses, mais qui a une action politique au niveau de l'Europe également, au niveau d'un cabinet conseil, et qui essaye de réintroduire une spiritualité laïque, du coup, dans le monde du politique. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère que je n'ai pas été trop long. Et puis, on peut peut-être ouvrir maintenant le débat. Oui, merci Florent. Donc, on a pris chacun la parole selon ce que l'on a annoncé au départ. Donc, on est à peu près à la moitié de notre temps là. On court jusqu'à 20h30. Disons que la parole est ouverte à la fois sur ce que Florent vient de dire, sur ce qu'éventuellement j'ai dit moi-même, et puis surtout, bien sûr, sur ce qu'a écrit René en 2005. Et la parole est ouverte à chacun. Quand vous commencerez à prendre la parole, pouvez-vous dire juste votre nom et puis ce que vous faites dans la vie, en quelques mots, quoi, voilà. Est-ce que je peux commencer? Vous m'entendez? Ok, je m'appelle Édouard Stack et j'ai fait plus de 30 ans de conseil dans les entreprises internationales. Et je voudrais pointer, je suis très en phase avec ce que vous avez présenté tous les deux, Christian et Florent, en termes d'utopie souhaitable. La réalité, le réalisme oblige à constater que la démocratie a du plomb dans l'aile, puisque plus de la moitié des 4 milliards d'individus sont dans des régimes autoritaires. L'Inde étant une pseudo-démocratie, vous voyez bien le comportement du Premier ministre indien qui ne va pas vers la libération des expressions. Cette confiscation du pouvoir, elle mène à des régimes autoritaires. On le voit, je suis en train de relire 2 livres sur Mao Tse-tung et on voit bien comment le peuple chinois a subi depuis très longtemps. C'est le cas de Poutine et on voit sur l'émission de France 5 d'hier soir la militarisation de la société en Russie, où il y a maintenant 1,5 million d'enfants qui sont endoctrinés sur un mode militaire dans leur éducation. Et puis, vous voyez comment les opposants se font massacrer allègrement. Mais vous voyez aussi comment plusieurs dictatures, comme Ben Ali en Tunisie, qui avait laissé la place au printemps arabe, en fait, l'actuel Premier ministre reprend les mêmes genres de manières
pour prendre le contrôle avec la police sur la population et flinguer les dissidents. Ce qui me semble important, c'est que même en France, il y a depuis 3 ans une stérilisation du débat et une espèce d'asphyxie des voix discordantes, que ce soit celle des médecins dans le traitement de la pandémie avec la Covid, ou des oppositions politiques ou des propositions alternatives, où médias et gouvernements sont dans la recherche d'asphyxie. Quand on voit la police qui va menacer des gens dans leur appartement au premier étage parce qu'ils ont mis une banderole à la fenêtre dans un passage du président Macron, c'est très, très inquiétant cette polarisation contre toute pensée discordante. Et moi, ce qui me plaît dans votre proposition, c'est qu'en fait, il s'agit bien de rétablir un dialogue avec la diversité pour que les voix s'accordent. Et c'est au travers de cette responsabilisation d'un côté, l'autonomie, mais l'hétéronomie aussi, qu'on peut trouver des solutions plus riches, mais qui ne détruisent pas la communauté, mais qui permettent de refaire société, alors que la solitude est monstrueuse dans la plupart des grandes villes du monde. Voilà en résumé. Comment on prend en compte cette pression lourde sur les démocraties, des stérilisations du débat et de la pensée autoritaire qui prend le dessus? Merci beaucoup. On va peut-être pas répondre à chaque fois, hein, Florent, et puis je ne sais pas si on peut répondre. On va peut-être déjà laisser circuler un peu la parole et puis voir si par moment on peut pointer 2, 3 choses au fil des discours. Donc, merci beaucoup. Qui veut bien intervenir maintenant? Salut François. Bonjour Christian. Bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous. J'ai enfin libéré un petit peu de temps dans mon activité pour participer à une réflexion intellectuelle et ça me fait très plaisir. Voilà. Alors, j'étais dans un DUFA qui a été co-animé par René Barbier et Christian Verrier, également Sun Mi Kim, que j'ai connu en 2004. Et aujourd'hui, je suis formateur d'adultes dans les entreprises. Donc, comme Édouard, hein, mais pas à ce niveau-là, je suis sans doute confronté à la contradiction de diffuser la pensée de René Barbier dans les bureaux des multinationales, avec tout ce que ça véhicule et tout ce que ça suppose. Puisque j'ai affaire à des employés, des êtres individuels, pensants, agissant, mais extrêmement limités, contraints par leur cadre de vie, un cadre de vie qu'ils comprennent de moins en moins, en fait. Et donc, je suis dans une position unique où je peux m'autoriser à remettre les choses en question, puisque je suis économiquement indépendant. Je ne suis pas salarié, je ne suis pas dans des structures qui m'imposeraient un devoir de réserve excessif. Et voilà, j'ai la chance tous les matins, souvent, de poser des questions de fond aux stagiaires. Alors, l'article de René Barbier m'a beaucoup intéressé parce qu'effectivement, je relis tout ça et je me dis qu'effectivement, je suis très en phase. Ça m'évoque plusieurs choses. Je me reconnais dans ses valeurs, dans ma perception du monde et puis dans mon métier également, puisqu'il s'agit de faire émerger les choses comme vous le disiez sur la P3I, hein, ça m'a beaucoup intéressé puisque ça fait référence peut-être de façon moins académique, moins formelle, mais à ce type de pédagogie. Et puis, la question que je me pose, c'est d'abord, comment ne pas se mettre en colère devant l'état du monde? Ça me paraît fondamental. On est très informé et j'ai le sentiment, ça n'est pas très étayé, mais j'ai le sentiment que plus je me mets en colère, moins j'ai de capacité d'agir. Alors que je suis quand même témoin, comme tous, des graves atteintes à la démocratie et à la liberté des gens. Donc voilà, ça c'est une question pour moi et je me rappelle de René qui discourait, qui posait un cadre, qui posait la réflexion et qui permettait cette expression, voilà, sans colère en fait. Donc, je me rappelle de ça et ça m'avait beaucoup frappé. Un point aussi qui m'a interpellé, j'aime beaucoup les étoiles, j'aime beaucoup l'espace, les galaxies. Et en relisant cet article, je me suis dit, mais au fond,
il y a peut-être des analogies que je peux tenter, moi, avec cet article. Je parle, par exemple, de la puissance des phénomènes spatiaux, et qui fait écho sans fond à cette puissance infinie de l'être humain, en fait, en tout cas dont on ne cerne pas les limites. Ça me fait penser justement à l'énigme aujourd'hui de la création du monde, et son énigme physique, en fait, en termes d'énergie. Voilà. Et puis, l'échelle de temps, hein, qui est incompréhensible pour nous dans l'espace, l'origine du monde cosmique, qu'est-ce qu'on fait là? Et puis, toutes ces forces inconnues qui nous font agir et qui régissent également l'espace, comme la matière noire ou la matière sombre, hein, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et en parlant justement de l'accumulation des richesses, ça me fait également penser à l'accumulation fantastique de structures galactiques. On ne perçoit pas vraiment les raisons d'une telle agglomération, d'un tel accaparement. Et j'aurais tendance à comparer justement le revenu d'un paysan indien et les profits d'une multinationale. Mais en se disant comment penser les extrêmes, soit en termes de physique stellaire, soit en termes de richesse individuelle. Voilà, donc je m'arrêterai là pour laisser la parole au débat. Merci François. Bon, il y a pas mal de perspectives jusque dans l'espace, dans le galactique, c'est très bien. On va pouvoir alimenter la conversation. Merci beaucoup François. Qui a envie de nous livrer quelques réactions, voilà, comme ça, mais à chaud, même oui, simplement un sentiment brut, c'est tout à fait recevable. Sœur Philippe. Bonsoir, vous m'entendez bien? Oui, oui. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, alors, moi, je suis Philippe Nicolas. J'ai bien connu René pour avoir partagé quelques années. J'ai été son gendre pendant quelques années et j'ai été un de ses étudiants, comme l'a mentionné Christian. Je suis enseignant, chercheur et formateur depuis 2 ans. Formateur d'hommes, de femmes qui se prédestinent au métier de professeur des écoles. Moi, ce qui me touche aujourd'hui, pour avoir relu tout en écoutant Christian et Florent tout à l'heure, où j'ai mis en double fond un petit peu l'article aussi pour me le réapproprier, c'est, comme Christian, tu l'as dit, ce côté visionnaire de René, donc, qui fait un René très présent, donc un René très spirituel. Et voilà, et ça, je crois que c'est vraiment une source d'espérance. Cette espérance, j'allais dire, qui est plus forte que l'espoir, une espérance qui ne déçoit et qui ne trahit pas. Et cette invitation que René a toujours eue avec ses étudiants et avec moi, justement de nous orienter avec une bienveillance et une grande liberté vers ce mystère, vers ce sans fond, vers cet abîme, vers ce plongeon, pour peut-être y découvrir la vraie sécurité. Une sécurité qui n'a rien à voir avec édifier des barricades, mais avec une grande vulnérabilité et une grande sensibilité, on va dire, affirmée. Et je vous dis ça parce que quand j'entends Édouard, que je salue, on entendra peut-être Edith, que je connais un peu, mais François, autour de cette colère, j'ai envie de dire de cette saine colère, je crois que quand la vie est agressée, on a une réaction et qu'elle est tout à fait juste. Moi, je peux rendre compte qu'à la lumière des enseignements de René, pour celles et ceux qui se sont appropriés, non pas sa pensée, mais d'accepter de vivre des expériences primordiales, on peut réellement être vraiment épanoui, voire accompli aujourd'hui, si extérieurement, il semblerait qu'il n'y ait plus grand-chose à faire. Et c'est précisément ce paradoxe que je vous livre, hein, c'est qu'ici et maintenant, on peut être ce clerc joyeux
et qui correspond à peut-être ce sans-fond qui finalement reste l'essence même de la vie. Et c'est pour ça que voilà, j'ai quand même ce soir une émotion qui traverse, gratitude, voilà, pour cet être qui m'a beaucoup aimé et que j'aime encore beaucoup. Donc voilà, et ça pourrait être un des points de débat, peut-être que de parler de cette espérance qu'a pu transmettre René. Voilà, j'en dirai pas plus, Christian et Florent. Merci Philippe. On a une demande des lignes là, de couper nos micros, effectivement, lorsque l'on ne prend pas la parole, car ça crée des interférences. Cela dit, la prochaine personne qui prend la parole ouvre son micro, bien entendu. Qui a envie de nous donner une quatrième intervention, un quatrième sentiment sur tout ce qui se dit depuis tout à l'heure, de façon à ce que l'on ne soit pas seul avec Florent. Je crois que Valérie avait envie de s'exprimer. Valérie, oui, Valérie, à toi, vas-y. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Valérie Roy, je suis responsable d'une halte garderie semi-plein air en plein Paris. Donc, j'essaie d'expérimenter, moi, une nouvelle forme de pédagogie. C'est vrai que je suis éducatrice, hein, donc de jeunes enfants à la base. Je suis aussi doctorante en sciences de l'éducation à Paris 8. Et en fait, j'ai beaucoup lutté, en fait, dès le départ. Quand j'ai démarré mon métier, j'étais beaucoup en opposition par rapport à la manière d'accompagner les enfants, les jeunes enfants. J'étais pas du tout d'accord et du coup, j'ai eu le courage ou pas, enfin, je sais pas, mais j'ai essayé de mettre en place une autre pratique et je suis assez touchée par ce que dit René Barbier. Bon, j'ai lu son texte et j'ai lu pas mal un petit peu de ses articles parce qu'il parle de spiritualité. Donc moi, c'est vrai que même de manière personnelle, je pratique la méditation et c'est un enrichissement très, très important dans ma vie. Mais en même temps, j'essaie de mettre en place quelque part, oui, une forme de pédagogie transversale. Je m'en suis rendu compte en lisant un peu un de ses articles. Je connaissais pas trop ce terme-là, mais finalement, c'est un peu ce que j'essaie de faire. Et j'essaie aussi de travailler cette qualité d'être au monde avec les enfants, puisque je suis au milieu d'un jardin. À peu près, je suis immergée dans la nature en plein Paris. Donc, ça paraît un peu paradoxal, mais c'est vrai. Et en fait, donc avec les enfants, ben, nous apprenons enfin, en tout cas, les enfants apprennent à s'émerveiller quelque part euh, enfin, ils touchent à cette nature quotidiennement, ils manipulent. Et au final, cette pratique m'a beaucoup bouleversée personnellement et m'a changé, en fait, m'a changé mon rapport au monde, m'a changé mon rapport à la ville et approfondi quelque part ma spiritualité personnelle. Et parfois, il y a des mots d'enfants qui me touchent. Depuis 3 ans, je suis confrontée aux problématiques écologiques. C'est-à-dire que moi, au milieu du jardin, je vois vraiment les changements climatiques, hein, les problèmes avec les platanes, avec le vent, avec la chaleur, etc. Et ce qui me touche aussi, c'est que depuis 2, 3 ans, les enfants, pourtant ils sont tout petits, ils ont 2 ans et demi, ils commencent à me poser des questions qui n'existaient. Enfin, c'est des questions assez étranges. Il y a 2 ans, il y a une petite fille qui m'a demandé si c'était pas la fin du monde parce qu'elle voyait, on voit parfois des abeilles qui tombent dans le jardin et qui meurent. En fait, il ne se passe rien. L'abeille, elle a pas été heurtée par quelque chose et elle tombe au milieu du jardin et elle meurt. Et les enfants assistent donc à la mort des abeilles au milieu du jardin. Donc, ça bouleverse les enfants. Et les enfants commencent à se poser des questions en fait sur l'existence. Et donc, moi, depuis 3 ans, je mets en place un potager. J'essaie
leur parler, de les rassurer, mais ce type de questions n'existait pas il y a 3 ans, quoi. Voilà. C'est un témoignage, si je puis dire. Merci Valérie. De rien. Je veux bien prendre la parole à mon tour. Donc moi, je m'appelle Éline Bouvarel, je suis infirmière de profession et voilà, j'ai travaillé avec Christian, Sonny, Florent et d'autres à cette réouverture du site du Journal des chercheurs. J'ai pas eu la chance pour ma part de connaître René de son vivant et je voulais simplement vous partager très rapidement ce que m'a évoqué à la fois son article, mais aussi tout ce que vous dites depuis tout à l'heure les uns et les autres. Pour moi, ce qui m'apparaît flagrant dans ce texte et dans vos propos, c'est la question du rapport au temps, en fait. Cette nécessité qu'il y a, à mon sens, de redéfinir le temps qu'on laisse aux choses qui font notre quotidien, notre vie, pour pouvoir laisser un espace de développement du rapport à l'altérité. Et j'entends altérité avec un grand A, que ce soit une altérité humaine, animale, végétale, enfin l'ensemble de notre écosystème. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, dans ma génération, dont on a souffert de ce manque d'espace-temps pour penser, en fait. On a été élevé dans cette société du capitalisme et du toujours plus vite, avec toujours plus de performance et de compétences. Et on a laissé très peu de place à l'ennui. Et c'est pour ça que je suis assez contente de voir depuis plusieurs années de plus en plus d'auteurs, de chercheurs, de jeunes et de moins jeunes qui se questionnent. Alors, ça prend diverses formes. Il y en a qui appellent ça le droit à la paresse, de l'intérêt de l'ennui. Il y a tout un tas d'ouvrages à ce sujet maintenant. Et c'est vrai que c'est quelque chose, pour moi, qui transparaît dans le texte de René, dans le sens où si on n'a pas ces espaces de vide, du coup, on n'a plus le temps de laisser la pensée grandir et se répandre, que ce soit à la fois avec soi-même, mais aussi avec les autres. Et en ce sens, je suis ravie de cette soirée parce que pour moi, là, ce que Florent et Christian proposent, c'est un espace de vide. Et je dis vraiment ça dans un sens positif, un espace dans lequel, du coup, on peut échanger et partager sans contrainte, sans volonté de rentabilité, de notation, je ne sais quoi. Et c'est quelque chose vraiment, je pense, qui manque à notre monde pour permettre ces réflexions et leur mise en acte ensuite, quoi. Et pourtant, je trouve qu'il y a une grande forme de résistance sur ce point chez certaines personnes qui voient ces histoires de droit à la paresse et à l'ennui comme un refus de travailler, comme quelque chose de très négatif, alors que je pense au contraire que c'est quelque chose qui doit revenir sur le devant de la scène, si on peut parler ainsi. Voilà, et c'est vrai que je le vois aussi dans mon travail, là, comme Valérie, tu parlais des crèches. Voilà, nous, en structure de soins, c'est pareil. En fait, ces temps de contemplation, de vide qui permettent la rencontre, ils n'existent plus, en fait. Et en tout cas, moi, ça me manque profondément. Donc, voilà. Merci Éline. Un point technique, là, je vois qu'il ne nous reste que 10 minutes. Comment fait-on, juste au point technique, Florent? On relancera un troisième lien ou bien on reprend chacun la parole pour terminer la réunion? Qu'en penses-tu? Alors écoute, s'il y a encore une ou deux interventions de pas plus de 4 minutes chacune, on peut se garder 2 minutes de fin. Si on voit que d'un seul coup le débat s'enflamme, on peut se faire un 3e round. Donc on peut continuer avec les présents, s'il y en a qui souhaitent encore s'exprimer. Moi, je veux bien. Edith, à toi la parole. Alors moi, ça sera court, c'est juste pour me présenter. Donc, Edith Planche, je me reconnais, enfin, je reconnais bien mon travail dans les 9 points
J'aurais peut-être besoin d'éclaircissements sur l'inachèvement, mais ça me fait penser au bouddhisme aussi, bien sûr. Et donc, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Éduquer à l'environnement par le sensible, art, ethnologie, écologie », qui réunit l'art, l'ethnologie et l'écologie. Pour moi, la crise écologique, c'est aussi une grosse crise du sensible et du vivant, puisqu'on vit quand même dans un monde un peu aplatocène, aplati. Justement, ce sans fond, c'est aussi ce manque de volume, ces écrans qui ont un fond, justement. J'ai travaillé aussi avec Jean Mallory qui parlait de cette crise pour les Inuits, du symbole et de cet imaginaire qui s'occidentalise et qui perd sa richesse. Voilà, en gros. Je pensais aussi à quelque chose. Moi, je ne suis pas parisienne. Et bon, il y a une frénésie à Paris au niveau du temps par rapport à ce que disait Éline. C'est assez frappant quand on monte à Paris comme ça. Et je pensais aussi, je n'ai pas connu René Barbier, j'étais en ethnologue et pas en sciences de l'éducation. Il y a quand même quelqu'un à Lyon, comme François Laplantine, qui a beaucoup été pionnier dans toute cette émergence d'autres formes de pensée. Le Monde. J'avais démarré une thèse d'ethnologie autour de l'astrologie, des postures d'énonciation par rapport à l'astrologie en tant qu'ethnologue, et c'était très difficile de s'exprimer quand même à l'époque. Voilà, donc... Bon, je vais laisser la parole aux autres. Merci Edith. Katia? Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, très bien. Je suis arrivée en cours de route. Bonsoir à tous et merci de cette initiative. Juste pour faire court, il y a deux choses qui m'interpellent dans ce que j'entends. Il me semble qu'il faudrait peut-être se revoir pour reprendre un peu ces concepts d'altérité. Et ce qui m'avait interpellée, c'est c'était à la Sorbonne avec Delphine Orwiller, je me souviens, c'était pour les journées de l'éducation. Et c'était le fait d'être altéré, en fait. Altéré par l'autre. Et je trouve que ça remet en... Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellée. Ça remet en question, ou ça met en question qu'est-ce qui nous altère. Et ensuite, ce qui m'intéresserait d'ouvrir et de mettre au travail, c'est aussi la question de l'autorité. En ce sens que autorité dans le sens de gérer qui élève. Et pour ma part, moi je suis, ça fait 20 ans, 23 ans, je crois, que je suis dans les arts internes du Tai Chi Chuan, donc chinois, la pensée chinoise, le yoga aussi. Je suis enseignante et puis j'accompagne les personnes individuellement. Donc j'ai un statut double, c'est-à-dire à la fois je suis dans l'institution éducative nationale et à la fois je travaille en libéral. Donc je me suis mis au travail aussi de ces paradoxes-là. Et ce qui m'interpelle le plus avec une formation en thérapie manuelle, c'est là, je crois que c'est intéressant, parce que toute ma recherche s'oriente vers la place du corps et ce corps âme-esprit, comment il est altéré. Et qu'est-ce qu'on voit justement au niveau d'un point de vue ostéopathique ou homéopathique? On se rend compte que le terrain, c'est-à-dire la matière humaine, est de plus en plus polluée. Et comme par hasard, en tous les cas, ça donne un tempérament qu'on appelle l'uétique, c'est-à-dire qui est hyper réactif, c'est-à-dire qui ne supporte pas la moindre intervention de l'autre. Et je trouve que c'est très intéressant
à observer, de voir comment justement, et cette pensée chinoise finalement est intéressante, peut-être qu'il y en a d'autres, l'Ayurveda aussi pense comme ça, c'est-à-dire qu'on est pensé par nos cellules plus qu'on croit que l'on ne pense soi-même. Et ça, c'est assez intéressant de voir que ce sont nos organes et l'état de nos organes qui drive un peu, qui conduisent un peu notre façon de penser. Alors là aussi, il faudrait réintroduire qu'est-ce que penser, parce que la réaction n'est surtout pas de la pensée. Et effectivement, ce en quoi moi, je suis touchée aussi par ce séminaire, même si je suis arrivée en retard, mais je dis il faut absolument que je reprenne, parce que j'ai un peu lâché avec le monde universitaire, pour voilà, parce que mes pratiques, parce que ma vie, parce que ça ne veut pas dire que je l'ai lâché, mais en tout cas parce que j'ai besoin de chercher véritablement. Et ce qui me déçoit souvent dans l'institution, c'est toujours cette marchandisation du savoir, en fait. Et quand on parle de recherche, ça interroge sur la question de l'esprit. C'est-à-dire, peut-on faire vraiment recherche si derrière, on sait qu'il y a du quantifiable. Donc voilà, juste voilà, c'était pour soulever ce à gérer. C'est quelque chose qui élève. Donc on voit aussi que ce qui s'élève aussi, c'est les émotions. Oui, je disais que c'était intéressant quand Christian a parlé de la coupure, parce que effectivement, peut-être aussi ça serait un thème à aborder, parce que ça nous parle de tout ce que j'ai entendu, de cette forme d'angoisse de la fin. C'est à la fois la fin et le commencement. Et moi, ce qui m'interpelle un peu, alors il y a autre chose que je voulais relever aussi, c'est qu'on parle des régimes autoritaires, mais en fait, n'est-ce pas globalement, alors je vais dire quelque chose un peu étrange peut-être, mais je me questionne, je me dis, mais quand on voit l'état justement des psychosomatiques individuels, et quand on sait que finalement notre pensée crée la réalité, je me demande si nous ne sommes pas tous, à cause de nos états individuels, en train de créer un autoritarisme, et en plus, forcément, parce que les réseaux, en fait, finalement, le monde virtualisé et mondialisé ouvre les champs d'expression, et il n'y a plus forcément de subordination. Alors, à mon sens, c'est pas bien, c'est pas mal. Il me semble que ce serait intéressant peut-être de voir d'un point de vue de l'esprit le processus. C'est-à-dire, est-ce que nous ne sommes pas en train d'être dans ce processus de transformation de notre humanité et qui doit forcément passer par certaines épreuves. Voilà. Et je me dis, bon, est-ce que notre autoritarisme individuel, qui a du mal justement à accepter d'être altéré par l'autre, finalement ne peut que convoquer quelque chose qui soit plus ferme en extériorité. Mais parce qu'au niveau des enfants, on peut voir qu'au niveau de l'éducation, c'est très compliqué pour les enseignants. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que ce qui fait monoparental et fait qu'au niveau... alors, il y a des familles où ça se réorganise, et tant mieux. Bien qu'il y ait coupure et que ça reste quelque part un trauma pour l'enfant. Mais en tous les cas, hier au petit déjeuner, je me disais, est-ce que ces générations d'enfants, de parents séparés, ne sont pas la génération qui, spirituellement, en tous les cas, ou humainement, va permettre de comprendre qu'il y a autre chose. C'est-à-dire, voilà, et que comme par hasard, parce qu'il y a des choses, on peut le juger au niveau ou l'observer au niveau social, mais si on prend un peu de surplomb et qu'on observe la situation, on se dit, mais si ça a un sens et que ce sens n'est pas celui qu'on croit. Peut-être que, voilà, c'est tout cela que j'interroge et qui m'intéresse de partager avec vous.
Voilà. Et Sinon, je m'étendrai encore, donc j'arrête. Voilà. merci, Merci beaucoup. Katia. Florent, tu Merci, veux Katia. conclure? J'ai profité de la pause pour aller chercher le livre dont je vous parlais tout à l'heure, donc Les 7 piliers de la cité, de Édouard Godot, Guérir la politique. Alors pour lui, je vous les lis juste. Hein. Premier pilier, l'inaliénabilité du vivant. Deuxième, l'inversion du sens de la propriété. Troisième, une économie vivante. Quatrième, le pouvoir du cœur. Cinquième, une écologie de l'esprit. Sixième, le gouvernement anarchique. Et septième, Planet United, une communauté de destin. Donc on voit hein, comment tous ces auteurs finalement partagent une vision, je dirais presque de Gaïa, hein, c'est-à-dire en tout cas vraiment une conscience globale, et après chacun, selon ses trajectoires, effectivement, vont mettre, donc je fais référence à Barbier et à Morin, les accents sur tel ou tel aspect. On approche de la fin. Est-ce que peut-être Philippe Bèdre ou monsieur ou madame Pellerin, Joël ou son épouse, selon lequel des deux, voire les deux, des fois ils sont ensemble, vous auriez envie de nous approcher d'un mot, non pas conclusif, puisque on s'est promis de se revoir, comme dirait la chanson, mais en tout cas pour terminer cette soirée ensemble. Oui, alors moi c'est Lenis, hein, mon nom, mais c'est en fait pardon, excuse-moi. un double nom sur mon intitulé, mais c'est pas grave, c'est Bedre aussi. Ah bon, ok. Alors donc moi non mais alors moi j'interviens en formation, en VAE, etc. pour des publics bon, ça peut être des salariés, des demandeurs d'emploi, des jeunes en insertion. Moi, l'interrogation que j'avais, que j'ai depuis longtemps, y compris quand j'ai assisté à des interventions de René Barbier, c'était, et cette interrogation demeure, quelle articulation René Barbier fait-il, mais où vous faites-vous entre la conscience collective et la conscience individuelle, c'est-à-dire que ou même la conscience de classe, hein, conscience collective ou conscience de classe, et comment on peut mettre en écho cette fameuse phrase qu'a lue Christian, qui est « La révolution se fera dans chaque conscience ou elle ne se fera pas ». Et en fait, la notion que développe par exemple Bruno Latour avec la nouvelle classe écologique et le rapport à une matérialité qui correspond à une nouvelle habitabilité de la planète, puisque l'enjeu, c'est de continuer à vivre et à habiter en fait hein, notre planète. Et c'est qu'aujourd'hui, même si on peut savoir comment faire, on ne peut pas orienter les décisions collectives comme peut-être la majorité, certainement, des habitants le souhaiteraient. Merci Philippe. Philippe Lenis, hein, donc. Hein. Merci. Plus que Nissou. Alors, une dernière prise de parole, peut-être? Quelqu'un qui souhaiterait vous dire quelque chose et qui n'a pas encore parlé, mais il n'y a pas d'obligation. Bonjour tout le monde. Il y avait monde. Véronique également. Excuse-moi Véronique, je ne t'avais pas vu. Oui, enfin, je t'avais vu au tout début, je ne t'ai pas vu revenir. Noël. Et Joël, sinon, Joël. Ouais. Oui, bonjour tout le monde. Très rapidement, hein, on a pris cette vidéo en retard là, et mon épouse Alice est à côté de moi, mais bon, elle préfère ne pas se montrer. Elle est malade en fait. Elle a été hospitalisée, elle est en convalescence. Donc, bon rétablissement. Merci. À une prochaine, en meilleure santé, et on écoutera depuis le début. Bonsoir tout le monde. On va avoir un très bon rétablissement. Hein. Merci. Bon. Ok. Véronique, tu voulais dire un petit mot ou pas? Je n'ai pas compris finalement, pardon. Je me suis très très mal préparée, donc voilà, je suis un petit peu comme la personne qui vient de parler. Par contre, c'est tous des thèmes qui m'intéressent.
J'ai écrit il n'y a pas longtemps un petit article sur le lieu fait lien. Et je crois qu'effectivement, il faut donner plus de profondeur à l'écologie, au lien entre les hommes et la terre. Et c'est sûr qu'il faut aussi aller dans le global. Mais donc retrouver une sensibilité dont parle Maffesoli d'ailleurs, une sensibilité tout à fait particulière qui permet de ne pas être seulement dans la rationalité. Et je crois que ça, c'est très important. Et enfin voilà, bon, c'est ce que je vois, mais aussi qu'on a encore beaucoup d'inconnus sur notre monde actuel, parce qu'on en a découvert un pan depuis 3 ans, et on n'est pas encore au bout de toutes ces découvertes-là. Et voilà, d'autant plus que les débats sont difficiles et que les débats sont difficiles, la parole est censurée dans beaucoup d'endroits. Donc actuellement, je pense qu'il faut arriver quand même à avoir les liens, comment dire, avoir une vision du monde actuel qu'on n'avait peut-être pas avant, parce qu'elle nous était aussi cachée en partie, mais surtout parce qu'il y a des choses qui se sont exprimées dans le monde actuel. Donc, à mon avis, il faut remettre un peu à jour ce qui se passe à l'heure actuelle et retravailler sur cette sensibilité dont parlait tellement d'ailleurs René Barbier. Et je pense qu'il y a plein de choses qui apparaissent qui pourraient en découler. Comment on arrive, la rationalité, la sensibilité, comment on arrive à faire le lien. Et je pense que les personnes qui ont parlé de l'école, c'était vraiment ça, le jardin. Effectivement, dans le jardin, il y a cette sensibilité. Ensuite, on peut en reparler, comment on fait. Mais après, pourquoi les abeilles meurent? Il faut se poser la question parce qu'elle est multiple, cette question. Voilà. Il y a effectivement la pollution, mais il y a tout ce qu'on pourrait empêcher, probablement aussi. Voilà. On a la pollution humaine, dont parlait Katia, de l'homme, mais il y a aussi la pollution des abeilles, de la nature. Et je voulais dire, justement, moi j'habite à Paris 8, à Paris 8, à côté de Paris 8, à côté, pas mal de à côté de Paris 8, à côté d'un jardin partagé, entre un jardin partagé et Paris 8. Et ce jardin partagé actuellement, comme c'est un jardin qui est au milieu des friches, les Tartres, juste, ça touche Paris 8. Et dans ces friches, il y a des gens qui font de l'argent, on en parlait tout à l'heure, parce qu'ils amènent les gravats de Paris, je ne sais pas où. Les gravats vont sur la terre, empoisonnent la terre et surtout asphyxient la terre. Et le jardin partagé, tout d'un coup, on n'a plus pu y aller parce qu'il y a des Roms qui sont dans les parages, qui sont tout le temps virés d'un endroit à un autre et qui n'arrivent pas. Donc, ils ont mis derrière, bien sûr, tout est clos, tout est en barrière à l'heure actuelle, mais en plus, ils ont mis une digue de gravats qui empêche de rentrer dans le jardin partagé. Et donc là, il y a un terrain extraordinaire, hein, si on veut comprendre comment tous ces gens-là peuvent vivre avec des intérêts différents, mais comment la terre peut être protégée, parce qu'elle n'est plus protégée. Les gravats recouvrent la terre et ce sera très, très difficile de les récupérer, alors qu'avant, c'était là de la terre maraîchère. Voilà. Donc, je suis assez en interrogation sur beaucoup de choses à l'heure actuelle et donc la thématique m'intéresse véritablement. Voilà. Merci Véronique. Merci. Christian, le mot de la fin à toi. Alors bon, je vais essayer d'être bref. Alors il y a plein de points dans tout ce qui a été dit depuis notre intervention, Florent, et j'aurais envie de rebondir sur à peu près tout ce qui a été dit, mais bon, pour la prochaine fois. On n'a pas le temps. Alors je vais juste en prendre 2 points, 2 ou 3, mais vite. Hein. Oui, plusieurs d'entre nous ont dit qu'ils n'avaient pas connu René Barbier. Alors, je signale qu'il y a des vidéos de René qui sont disponibles sur le site. Vous cliquez sur l'onglet rouge en haut à droite de la page d'accueil et vous tombez sur une quarantaine de vidéos où on voit René donner des conférences, échanger avec d'autres personnes et ça totalise à peu près 6 heures de vidéos.
Donc, vous pouvez passer 6 heures de vidéo en compagnie de René Barbier pour ceux qui ne l'ont pas connu. Naturellement, c'est de l'image numérique, c'est de l'image fantôme en quelque sorte, mais c'est un autre registre que celui de l'écrit. Hein, c'est intéressant aussi. Et donc, ça me ramène au temps. Ça me ramène au temps. René se fichait du futur. Moi, je lui disais, non, non, moi, j'aimerais bien revenir ici, là où on est en ce moment, dans 3 siècles, pour voir ce que c'est devenu tout ça. Il disait, non, ça n'a aucun intérêt. Moi, je dis, non, mais je trouve que ça en aurait pour moi, pour voir les gars. Il dit, de toute façon, il n'y aura peut-être plus d'humains à ce moment-là. Je dis, oui, c'est tout à fait possible. Mais ce que je veux dire par rapport au temps, c'est que, et en rapport aussi avec notre sujet, c'est que on a un passé, on a un présent, et on a un avenir sous la forme de nos descendances. Sous la forme de nos descendances. Et par rapport au climat, par exemple, c'est une chose qu'on a un peu oubliée. Le climat change en ce moment, mais la dernière mini-glaciation qui a formé, en grosso modo, tous les glaciers que l'on voit disparaître actuellement, cette dernière mini-glaciation qui s'est étendue du milieu du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, s'est terminée à peu près en Europe vers 1830-1840. Mini-glaciation. Voyez, donc, ça veut dire qu'à cette mini-glaciation, eh bien, l'Homo sapiens avait réussi alors, à s'adapter. C'est un mot qu'on déteste aujourd'hui, le verbe s'adapter, mais effectivement, l'espèce n'a pas disparu à ce moment-là. Et par rapport au temps et au futur du temps, je ne sais pas quel travail d'adaptation va réaliser Homo sapiens, et c'est une des questions que se pose Bernard Charlot dans Éducation et barbarie. C'est un livre qui a quelque chose comme 3 ans. Ben voilà, Eline l'a également. Et il a un chapitre sur le devenir de l'Homo sapiens, confronté à tous les dangers actuels, dont celui de l'écologie. Et c'est intéressant de voir que la réflexion déborde sur un chercheur comme Bernard Charlot, qui n'avait vraiment rien à voir avec René Barbier. Hein. C'était même 2 antagonismes assez marqués. Et Charlot, donc, sur le grand âge, eh bien, on arrive à se poser des questions assez fondamentales, mettant en rapport le devenir de l'espèce et l'éducation. Et puis, ben, un mot sur l'inachèvement. Nous laissons inachevé. Notre crâne, les os de notre crâne ne sont même pas encore soudés lorsque l'on vient au monde. Et sur un plan philosophique, mais là je suis très rapide, certainement nous vivons dans l'inachèvement permanent jusqu'à notre mort, où il y a un tas d'espaces en jachère de nous-mêmes qui n'auront jamais été réalisés. Voilà, mais c'est vraiment brossé à très grands traits. Et pour terminer, quelle articulation entre conscience collective et conscience individuelle, hein, je crois que tu avais dit, Philippe. Ah oui, oui, c'est une question éducative absolument fondamentale, surtout si on vise une éducation planétaire, comme le dit René dans son article hein, de 2005. Comment ça peut fonctionner, ça déjà? Ça ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre. Moi, c'est un peu ma réponse. Hein, c'est une dialectique entre les deux. On est dans un milieu qui nous éduque, mais en même temps, on doit éduquer ce milieu par nous-mêmes. Ce qu'on fait ce soir, parti là tous ensemble, on essaie d'apporter des vues un peu divergentes, même si c'est un partant d'un article de 2005, des vues un peu divergentes, des avis qui vont de l'avant, en espérant transformer notre milieu. Mais ça, on le fait tous sur une base de transformation de nous-mêmes qui s'est opérée au fil de nos existences. Voilà, bon, je pourrais développer, mais je vais en rester là. Et je laisse de côté les 10 autres points que j'avais notés. Je te laisse la parole, Florent, pour conclure. Oui, bon, ben, merci beaucoup pour ce retentissement, encore un terme que René met bien. Écoute, c'est l'heure des remerciements. Merci à tous de votre participation, de votre assiduité pour nombreux d'entre vous, de ceux qui nous ont rejoints. Nombre de nos rencontres de ce séminaire philosophique sont en ligne sur ma chaîne YouTube à l'onglet Siret Transdisciplinarité et vont venir enrichir également le journal des chercheurs en
comme ça, on sera bipolaire, enfin bipolarisé plus exactement. Peut-être sommes-nous suffisants. Je crois qu'on a eu des petites difficultés avec la fin de la transmission de Florent. C'est possible, hein. Moi, je l'ai perdu un peu par moment. Mais je crois que bon, on va se dire bonsoir, hein. Vous retrouverez cette conférence donc mise en ligne là où l'a dit Florent, mais aussi sur le journal des chercheurs. Et puis, on vous tient au courant de la suite des événements. Et je trouve que c'est une très bonne idée de faire ce genre d'initiative pendant les allocutions de Macron. On a perdu peut-être 1 million d'auditeurs, mais on l'a privé des 18 millions d'auditeurs qu'il aurait pu avoir. Voilà. Bien, je vous dis bonsoir. Et puis, Florent ne revient pas, mais on en avait fini. Donc, salut Florent, bonsoir à tous, et puis à bientôt. Salut. Bonsoir, à bientôt.